Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous achevons ce fascinant chapitre consacré aux Européens à la découverte du Nouveau Monde. Et nous verrons du coup selon quelle modalité s'est faite cette rencontre entre deux mondes si différents, comme on peut le voir sur cette illustration-ci. Alors, il faut réaliser que dès la découverte des Amériques, donc en 1492, les Européens, via Christophe Colomb, n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils viennent de découvrir. Christophe Colomb était convaincu d'être arrivé en Inde. Cependant, ils vont très rapidement essayer de mettre en place une conquête de ces espaces au nom du roi d'Espagne ou du roi du Portugal. Et finalement, ces conquérants envoyés notamment par l'Empire espagnol étaient appelés les conquistadors, c'est-à-dire les conquérants en espagnol. Alors la grande question que l'on peut se poser, c'est finalement comment quelques centaines de conquistadors européens sont parvenus à vaincre des empires de plusieurs millions d'habitants. Alors pour répondre à cette question, il y a trois réponses qui s'associent et qui finalement peuvent expliquer cette victoire des Européens. Tout d'abord, c'est la supériorité de l'armement des conquistadors. Les conquistadors disposent de cuirasses en fer, d'épées en fer. Voilà, c'est donc des choses qui leur permettent vraiment de se défendre contre les flèches éventuellement qu'on peut leur envoyer. Deuxième élément qui va encore plus impressionner les Indiens d'Amérique, c'est les armes à feu, qui font un grand bruit de détonation et que finalement les civilisations précolombiennes, c'est-à-dire d'avant Christophe Colomb, ne maîtrisent absolument pas. Et le troisième élément, c'est le cheval. Il n'y a pas de chevaux présents en Amérique, et donc quand le cheval fait son apparition comme ça avec les conquistadors, les Amérindiens sont très 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 impressionnés par finalement cet animal qui permet de se déplacer très rapidement et aussi de faire la guerre. Donc il y a véritablement une incontestablement supériorité de l'armement des Européens. Mais ça n'explique pas tout. Puisque je vous rappelle, le ratio c'est quand même des centaines d'Européens face à des millions d'Amérindiens. Alors la deuxième solution, c'est bon, quand on a vu cet armement là, qu'on vient de voir sur les photos et que nous avons ici dans ce texte, alors je ne vais pas vous le lire pour gagner du temps, mais en gros, on voit que l'arme à feu est décrite comme une trompette à feu qui se met à pleuvoir du feu de petites gouttes. Donc on voit bien à travers ce texte que les Amérindiens ne comprennent vraiment pas ce qu'ils ont en face d'eux. Il est dit que les canons sont capables finalement de dissoudre les montagnes, que les conquistadors montent des chevreuils qui sont grands comme des terrasses de maison. Voilà, c'est la définition finalement du cheval. Mais donc on voit bien que les Amérindiens sont complètement impressionnés, époustouflés, et qu'ils en viennent même à exagérer cette supériorité des Européens. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que ces Amérindiens, ils sont divisés politiquement entre eux. Donc il va y avoir des peuples amérindiens qui vont aider les Espagnols. Alors ça peut vous sembler étrange quand on connaît la fin de l'histoire et que l'on sait que finalement tous ces peuples amérindiens ont disparu au profit d'une domination des Européens. Mais si on se place dans le contexte inverse, c'est-à-dire ce que l'on avait vu dans la première partie où je vous ai dit qu'il y avait une grosse rivalité finalement entre la France et l'Empire des Habsbourg, et bien quand une nouvelle puissance fait son apparition comme l'Empire ottoman, cet Empire ottoman parle une autre langue, il a une autre religion, mais ce n'est pas un problème pour la France qui préfère s'allier à l'Empire ottoman pour contrer l'influence de son principal rival et voisin qui est l'Empire des Habsbourg. Donc finalement, ce qui s'est passé en Europe, et bien de la même façon, c'est passé aussi aux Amériques, où finalement tous les peuples qui étaient sous la domination des Aztèques ont pu voir l'arrivée des conquistadors comme une opportunité de se libérer de cette domination-là. Et une figure qui illustre parfaitement cette collaboration entre les Amérindiens et les Européens, c'est la figure de la Malinche, qui était finalement l'interprète de Hernán Cortés, le conquistador, et qui fut aussi la mère d'un de ses enfants. Donc on voit que la Malinche, qui est représentée ici, joue un rôle d'interprète, mais va aussi permettre aux conquistadors de se déplacer jusqu'aux principales villes, de savoir où trouver des vivres, où trouver de l'eau, parce que sinon les conquistadors auraient pu avoir le meilleur armement qui soit, ils seraient probablement morts de soif, perdus dans un coin d'une jungle, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais non, ils ont eu du soutien sur place. Et quand vous avez ce texte, vous voyez que la Malinche, de sa position près de Cortés, tire une grande autorité
qu'elle exerce sur les autres. C'est-à-dire, elle donne l'ordre aux seigneurs de venir la voir, elle leur ordonne d'apporter aux Espagnols de la nourriture, de l'eau, et personne n'osait bouger parce qu'ils étaient trop impressionnés, trop terrifiés. Alors ce qui est intéressant dans ce texte aussi là, c'est qu'il est dit que finalement les Espagnols se préoccupent de trouver de l'eau et de la nourriture une fois qu'ils ont déjà rassemblé tout l'or. Donc on voit bien que la priorité pour eux, c'est même pas de boire ou de manger, c'est d'abord de retrouver l'or et après d'assouvir les besoins élémentaires. Donc ça montre aussi, et on le verra plus tard aujourd'hui, cette obsession des conquistadors pour l'or, véritablement. Donc je reprends, cette conquête facilitée par la supériorité militaire, les divisions politiques des Amérindiens et surtout le troisième élément, le choc microbien. Et ça, ce n'était pas volontaire de la part des Européens, mais en fait, les Européens, quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, sont arrivés avec des microbes qui n'étaient pas connus en Amérique, et donc du coup pour lesquels les Amérindiens n'avaient pas de défense immunitaire. C'est-à-dire que des maladies comme la rougeole, la grippe, eh bien vous avez des anticorps. Vous avez des anticorps déjà que vous avez hérités de vos parents, et qu'ensuite vous développez dès le plus jeune âge, en y étant confronté. Et donc du coup, quand cette maladie revient, eh bien, vous avez déjà les anticorps et vous pouvez la repousser. Eh bien, comme cela faisait plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il n'y avait eu aucun contact entre l'Amérique et le reste du monde, eh bien tous ces microbes qui se sont développés en Asie, en Europe, durant ces dizaines de milliers d'années, eh bien ne sont pas développés en Amérique. Et donc eux n'ont pas les anticorps pour se défendre. Donc ça va induire ce qu'on appelle une sorte de sélection naturelle, c'est-à-dire que les organismes qui ne sont pas capables de développer très rapidement les anticorps pour résister à ces maladies vont décéder et ne survivront finalement que ceux qui sont résistants à ces maladies, notamment la variole. C'est ce que vous voyez sur le schéma. C'est ce qu'on appelle finalement une immunité naturelle. On en avait parlé par exemple au moment du Covid. On s'est dit, bon, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on confine ou est-ce que l'on laisse les choses aller? Et finalement, la maladie va tellement se diffuser dans le reste de la population que petit à petit, il y aurait une immunité naturelle. Bon, ben, le choix qui a été fait, c'est au contraire d'avoir une immunité artificielle à travers la vaccination. Et le principe de la vaccination, ce n'est rien d'autre finalement que vous mettre au contact avec la maladie pour que votre organisme réagisse et prépare des défenses. Enfin, du moins la vaccination classique, parce qu'avec l'ARN messager, c'est un petit peu plus compliqué. Donc quoi qu'il en soit, ce choc microbien, c'est probablement la raison la plus importante. Parce que si vous regardez le graphique de gauche, vous voyez que la population aztèque, elle passe de 25 millions à l'espace de 1 million en un siècle. C'est considérable. C'est 96% de mortalité. C'est-à-dire que sur un village de 1000 habitants, il en reste 40. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc c'est du jamais vu. C'est du jamais vu ce niveau de mortalité. Même dans des situations de génocide, la population juive exterminée en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, c'est entre 50 et 60% de la population juive. Donc ce 96%, il fait vraiment froid dans le dos et il est lié finalement à ce choc microbien qui crée des épidémies. Donc autant vous dire que ces empires-là, déjà, ils sont impressionnés par l'armement des Européens, ils sont divisés, et en plus, il y a des maladies inexplicables qui se diffusent parmi la population et qui en tuent la majorité. Donc, ils ne sont pas du tout en état de résister à l'arrivée des Européens. On a là des illustrations qui montrent finalement ces cas de variole. On voit des pustules qui apparaissent sur les corps, qui décèdent. C'est vraiment des récits épouvantables. Bon, si vous voulez les lire, vous mettez sur pause, vous regardez, hein, mais c'est tout à fait prodigieux et terrifiant pour la population. Alors, la conquête va se faire assez rapidement. Des années 1519 aux années 1521-22, Hernán Cortés va vaincre l'empire aztèque, c'est-à-dire l'équivalent du Mexique central, avec la capitale qui était Tenochtitlan, qui est l'actuel Mexico. Ensuite, c'est Francisco Pizarro, dans les années 1530, en l'espace de 3-4 ans aussi, qui va s'emparer de cet immense empire inca qui regroupe le Pérou actuel et puis qui déborde sur le Chili et quelques autres États, la Bolivie aussi.
Donc ces empires, l'empire aztèque, l'empire inca, sont vaincus en l'espace de quelques années à peine. Concernant la civilisation maya, c'est un petit peu plus complexe, car il s'agit d'une civilisation composée de cités-États qui sont indépendantes entre elles, un petit peu à l'image du monde grec antique. Donc finalement, ces cités mayas vont capituler les unes après les autres, mais donc du coup leur conquête va être un peu plus longue. Et puis surtout, comme certaines sont cachées au fin fond de la jungle, on va dire que la conquête des cités-États mayas va s'étaler sur tout le XVIe siècle. Mais à la fin du XVIe siècle, il ne reste quasiment plus une seule cité maya indépendante. Et donc ces trois brillantes civilisations qui étaient les civilisations aztèques, mayas et incas sont balayées par l'arrivée des Européens qui en profitent pour exploiter leurs métaux précieux et instaurer un début d'administration en créant des colonies, c'est-à-dire des territoires qui dépendent d'une métropole en Europe qui les domine. Alors du coup se pose la question, lors de la controverse de Valladolid en 1550, de savoir si les Indiens ont une âme. Alors c'est une question qui peut sembler aberrante, mais en fait elle est riche de conséquences, parce que si les Indiens ont une âme, alors on ne peut pas les réduire en esclavage. Ce qui était le cas jusque-là. Alors, deux grands intellectuels de l'époque vont s'affronter, Sepúlveda, qui va défendre l'hypothèse selon laquelle les Amérindiens sont des barbares qui n'ont pas la moindre civilisation, qui font des sacrifices humains, voire même du cannibalisme. Et vous voyez cette image qui véhicule cette idée du cannibalisme, qui était extrêmement minoritaire, mais qui a pu se pratiquer par quelques tribus en Amérique. Mais voilà, à travers cette figure du sacrifice, de ce cannibalisme, finalement, l'interprétation des Européens, c'est qu'il vaut mieux les civiliser de force, les convertir de force, parce que finalement leur civilisation précédente était vraiment inhumaine. Là, on a un exemple d'une représentation d'un autosacrifice, puisque vous voyez, un roi, on voit, il porte des bracelets, il a tous les attributs du pouvoir, et il se passe une corde avec des pics à travers la langue pour se faire saigner. Donc oui, des autosacrifices qui n'allaient pas forcément jusqu'à la mort, mais qui allaient jusqu'à verser du sang. Et notamment l'Empire aztèque faisait quand même quantité de sacrifices humains. Chez les Mayas et les Incas, on en retrouve un peu, mais de façon beaucoup plus marginale. Mais en tout cas, voilà, ces sacrifices humains, ils servent la propagande européenne et ils servent à justifier finalement l'aspect de civilisateur qu'ils prétendent avoir. Alors, en phase 2, il y a un certain Las Casas qui, lui, va insister sur les exactions commises par les Européens. Montrer que finalement, les véritables barbares, ce sont les Européens qui violent, qui tuent, qui exploitent. Et le grand argument, finalement, qu'il utilise contre Sepúlveda, et vous le voyez dans ce texte, c'est qu'il lui dit « Il aurait été très digne d'un homme aussi docte en d'autres matières et aussi estimé que lui, que avant de commencer à traiter d'une matière qu'il ignorait, il s'informe auprès des serviteurs de Dieu et de ceux qui ont sué beaucoup de nuits et de jours pour la prédication et la conversion de ces gens, et qu'il ne se hâte pas de donner du crédit aux hommes mondains et tyranniques qui l'ont persuadé d'écrire son traité pour justifier les brigandages, les vols et les morts. » C'est-à-dire, c'est un peu compliqué ce texte, mais en substance, il dit Monsieur Sepúlveda, qui maintient que ces Indiens n'ont pas d'âme, se base sur des rapports faux qui lui ont été fournis par ces conquistadors qui les exploitent. Il aurait été bien qu'il nous interroge, nous, les dominicains, nous, les jésuites, qui sommes présents sur place, qui essayons de les convertir et qui pouvons vraiment avoir un point de vue beaucoup plus objectif sur ces civilisations-là. Alors, on le voit, hein, là, ici, il conclut son texte, toujours Las Casas, par dire « Je les ai vus et je dis la vérité ». Le grand argument d'autorité de Las Casas, c'est de dire que tout ce qu'il le raconte parce que lui sait ce qui s'est passé en Inde, ce qui n'est pas le cas de Sepúlveda, enfin en Inde, c'est-à-dire les Amériques, hein, mais à l'époque on appelle toujours ça les Indes, parfois on précise les Indes occidentales, c'est-à-dire les Indes de l'Ouest, en fait c'est l'Amérique, mais c'est ainsi qu'on les appelle. Alors, Las Casas va remporter cette controverse parce que le pape va confirmer le fait que les Indiens aient une âme. Donc, ça peut sembler une bonne chose, sauf que ça a deux conséquences, dont une très fâcheuse. La première, c'est que du coup, si les Indiens ont une âme, il faut les évangéliser, les convertir au christianisme. La deuxième, c'est que les Européens ne vont pas cesser l'exploitation du continent américain pour autant et vont chercher des esclaves ailleurs, notamment en Afrique, et c'est alors le début du commerce triangulaire.
hein, ce commerce triangulaire où les Européens vont vendre des produits manufacturés comme des armes, des tissus en Afrique. Avec cet argent-là, ils vont racheter des esclaves qu'ils emmènent ensuite en Amérique. Et avec cet argent-là, ils vont racheter des matières premières tropicales comme le sucre, le café, le cacao, qu'ils vont ramener en Europe. Et ce commerce triangulaire, il est extrêmement lucratif puisque à chaque fois, vous doublez votre mise. Je m'explique. Si vous partez avec l'équivalent, on va dire, de 1000 euros d'alcool, vous allez pouvoir le revendre pour 2000 euros en Afrique. Et donc là, acheter pour 2000 euros d'esclaves. Ces 2000 euros d'esclaves que vous achetez en Afrique, vous allez pouvoir les revendre 4000 euros aux Amériques. Et donc acheter pour 4000 euros de produits tropicaux. Et ces produits tropicaux qui valent 4000 euros aux Antilles vont en valoir 8000 une fois que vous les ramenez en Europe. Donc finalement, si vous parvenez à faire la totalité de ce commerce sans perte, eh bien vous pouvez à chaque fois multiplier votre mise par 8, parce qu'il y a 3 étapes, et donc ça va permettre à d'immenses fortunes de se réaliser en l'espace de quelques décennies, notamment dans les ports qui pratiquent ce commerce comme Nantes, La Rochelle ou Bordeaux. Donc ce commerce triangulaire, il va très majoritairement finalement de l'Afrique de l'Ouest vers l'Amérique, essentiellement pour l'époque qui nous intéresse, les Antilles et le Brésil. Très peu d'esclaves sont ramenés en Europe. Donc finalement, ces Européens qui achètent les esclaves les font travailler dans les Amériques, mais n'en ramènent pas comme domestiques pour travailler en Europe. C'est quelque chose de très anecdotique, on peut dire. Et puis cette carte est intéressante parce qu'elle montre aussi qu'il y avait un autre type de commerce qui était finalement la traite islamique, où là les esclaves africains étaient envoyés vers notamment l'Empire ottoman et d'autres pays musulmans. Ce qui fait que finalement cette histoire de l'esclavage, c'est beaucoup plus qu'une simple histoire finalement d'Européens et d'Africains. Ça concerne finalement à peu près tous les continents et les responsabilités sont nombreuses. Effectivement, il y a la responsabilité des Européens qui s'enrichissent là-dessus. Il y a aussi les marchands musulmans de l'Empire ottoman qui pratiquent ce commerce au sein du monde musulman. Et puis il y a les chefs de guerre en Afrique qui vont aller capturer ces esclaves dans les tribus voisines pour ensuite les revendre. Donc finalement, il y a une responsabilité, on va dire, collective à ce commerce inhumain dont a souffert finalement les populations africaines les plus pauvres, qui n'ont évidemment pas eu leur mot à dire là-dedans, et qui étaient traités comme des animaux, voire pire que comme des animaux. Il faut savoir que la mortalité des esclaves durant la traversée donc, de l'Afrique vers l'Amérique, c'était 10%. Donc, un esclave sur 10 qui montait sur le bateau en Afrique pour aller aux Amériques était mort à l'arrivée. Donc c'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, avec ce commerce triangulaire, on peut dire que quelque part une première mondialisation se met en place parce que nous avons des flux finalement de marchandises, des flux de personnes qui se créent entre tous les continents. Donc on le voit dans ces documents, le travail des esclaves est extrêmement harassant, c'est-à-dire il est fatigant, ils travaillent extrêmement longtemps. On le voit dans ce document, ils disent qu'ils commencent à travailler à minuit, parce qu'il fait frais, hein, et jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi, probablement parce qu'après il fait trop chaud, mais de minuit à 4 heures, ça vous fait quand même des journées de 16 heures de travail. Et il est précisé, le travail est insupportable, les serviteurs toujours à l'ouvrage, et par conséquent, de nombreux esclaves en meurent. Donc on est dans une économie profondément inhumaine, et on voit que d'ailleurs, qui en fait la critique? Les jésuites. Alors, qu'est-ce que les jésuites? Eh bien, je vous ai dit, il y a eu 2 conséquences à cette conférence de Valladolid. La première, c'est le commerce triangulaire. La deuxième, c'est l'évangélisation. Les Amérindiens doivent être convertis au christianisme, et pour les convertir, le pape envoie un nouvel ordre religieux qui est la Compagnie de Jésus, qu'on appelle aussi les jésuites, et qui sont placés directement sous son autorité. Ce qui fait qu'en fait, aux Amériques, il y a les jésuites qui représentent le pape, les conquistadors qui représentent le pouvoir royal portugais ou espagnol, et parfois il arrive que les deux soient en conflit
C'est-à-dire que les jésuites ont une vision plus religieuse des choses, les conquistadors essentiellement politiques et économiques, et donc il peut arriver parfois que des jésuites prennent le parti des esclaves ou le parti des Amérindiens, voilà, au nom de leurs convictions religieuses. Cependant, cette évangélisation, donc cette conversion des peuples amérindiens au christianisme, elle ne se fait pas sur un pied d'égalité. Là, on le reconnaît, on retrouve les Européens derrière à leur barbe, ils sont en hauteur, on voit qu'ils tiennent des lances. Donc quelque part, la coercition militaire n'est jamais très loin, il y a une sorte de pression militaire. On voit que celui qui est assis est un Européen qui tient la croix. Donc il y a quand même, à travers ce document, on voit effectivement la conversion des Amérindiens qui prennent l'hostie qui représente le corps du Christ pour les catholiques, donc ça c'est le sacrement de l'Eucharistie, mais on voit que ce sacrement il se fait quand même sous contrôle étroit des Européens qui veillent à que tout cela se fasse comme ils estiment que cela doit se faire. Enfin, je vous ai dit, l'obsession des Européens, ça reste l'or. On le voit dans ce document, on a l'impression qu'on a de l'or qui coule à foison, c'est complètement exagéré. Mais ça montre effectivement cette croyance, d'après les Européens, selon laquelle on trouverait de l'or très facilement aux Amériques. Cet or, dans un premier temps, ce sont des objets sacrés chez les Aztèques, chez les Incas, qui sont fondus pour en faire des pièces. Et donc ça, c'est d'un point de vue archéologique, c'est dramatique de se dire finalement tous ces chefs-d'œuvre d'art précolombiens qui ont été fondus uniquement pour leur quantité d'or. Et aujourd'hui, encore, ça peut générer des tensions finalement entre des pays comme l'Espagne, voire la France, qui possèdent ces objets-là dans leur musée, et le Pérou, le Mexique, qui vont demander leur restitution au nom de leur héritage. Donc, se pose la question, finalement, est-ce que le Mexique, est-ce que le Pérou actuellement peuvent se prétendre être les héritiers des civilisations précolombiennes, alors que finalement leur langue, c'est l'espagnol, alors que la religion majoritaire, c'est le catholicisme, et qu'ils ont subi ce qu'on appelle un phénomène d'acculturation, c'est-à-dire qu'ils ont complètement, ils se sont complètement appropriés finalement la culture des Européens. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cet or, il est extrêmement présent. Il génère d'ailleurs le mythe de l'Eldorado, cette idée qui serait complètement couverte d'or. Et il a même des conséquences en Europe, puisque du coup, il provoque une montée des prix. Ce texte est intéressant, je vous lis juste la toute fin. Tout est plus cher en Espagne qu'en Italie, et en Italie qu'en France. Et même les services et travaux qui nécessitent de la main-d'œuvre, car ce qui attire nos travailleurs auvergnats et limousins en Espagne, comme j'ai su moi-même, c'est qu'ils gagneraient là-bas 3 fois plus que ce qu'ils ne gagnent en France. Donc là, c'est fascinant parce que finalement, on voit que les Français, dès le XVIe siècle, peuvent aller travailler en Espagne parce que les salaires sont plus élevés. Et les salaires sont plus élevés, pourquoi? Même parce que l'or et l'argent, ils circulent beaucoup plus du fait du commerce colonial. Alors, cet enrichissement de l'Espagne et du Portugal va susciter des convoitises, c'est-à-dire la France, l'Angleterre vont essayer de s'installer, notamment la France va essayer de s'installer au Brésil par exemple. Mais ça va aussi susciter la convoitise des corsaires. Alors que sont les corsaires? Ce sont des navires de guerre, on va dire, qui sont affiliés à une nation. Là, pour le coup de Richard Drake, c'est un corsaire au service de la reine d'Angleterre, et qui du coup peut s'attaquer à n'importe quel navire d'une nation en guerre contre l'Angleterre. Donc là, l'Angleterre se retrouve en guerre contre l'Espagne. Que fait Richard Drake? Il contourne le continent américain par le sud, par le détroit de Magellan, arrive au Pacifique, où là, il n'y a aucune fortification sur les côtes, parce que les Espagnols ne craignent personne de ce côté-là, et là, en fait, ils se servent. Je vous lis le texte, parce qu'il est vraiment génial. C'est un texte qui a énormément d'ironie, et qui montre bien la philosophie de vie de ces corsaires, que j'adore, et si vous voulez en savoir plus sur la vie finalement de ces corsaires et de ces pirates, je vous invite à regarder le 2e épisode de mon hors-sujet consacré justement à l'âge d'or de la piraterie, qui parle beaucoup plus en détail de tout ça. Le lien s'affiche, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pendant que je vous lis ce texte. Comme nous naviguions le long de la côte du Pérou à la recherche d'eau fraîche, nous sommes arrivés à un endroit nommé Tarapaca, où, en débarquant, nous sommes tombés sur un Espagnol endormi, qui avait à côté de lui 13 barres d'argent,
qui pesait environ comme 4000 ducats espagnols. Nous l'avons libéré de son chargement qui aurait risqué de le réveiller, et nous l'avons laissé continuer à dormir avec plus de sécurité. C'est quand même bizarre cette scène que quelqu'un s'endorme avec 13 000 barres d'argent à côté, qu'on lui prenne sans le réveiller. Je pense que c'est plutôt la métaphore qui exprime qu'ils ont trouvé un navire avec de grosses quantités d'argent qu'ils ont pillé et ils sont repartis tranquillement avec sa cargaison. La suite est encore plus explicite, vous allez voir. Plus tard, nous entendîmes parler d'un riche navire chargé d'or et d'argent qui était parti en direction de Panama. Le lendemain matin même, nous avons mis les voiles, continuant notre route vers Panama. Nous avons trouvé le navire, plein de fruits, de conserves, de sucre, de viande et d'autres victuailles, et, ce qui était cause de sa navigation lourde et ralentie, une certaine quantité de joyaux et de pierres précieuses. 13 coffres de pièces d'argent pour 80 pounds d'or, de l'argent non frappé, de très beaux bols à boire en argent, et d'autres bagatelles de ce genre, le tout pour une valeur de 360 000 pesos. Il a poursuivi sa route plus léger vers Panama, et nous avons repris la route un peu plus lourd. Pourquoi un peu plus léger? Parce que la cargaison de ce navire est passée de ce navire jusqu'à celui du corsaire. Donc, vous allez me dire, mais en fait, c'est de la piraterie, là. Ça y ressemble. La différence, c'est que les pirates, eux, attaquent tout le monde. Ils ne reconnaissent aucune autorité. Les pirates s'en prennent à n'importe quel navire, alors que les corsaires, eux, bénéficient du soutien d'une puissance et ne s'attaquent qu'aux ennemis de cette puissance. En échange, les corsaires s'engagent quand même à reverser une partie de leur prise, justement, à la puissance qui les protège, ici l'Angleterre. Donc on va dire, les corsaires, ce sont un peu des pirates d'État. Alors attention, les pirates ont une légende extrêmement sombre, mais moi je les aime beaucoup ces pirates, parce qu'à une époque de profonde injustice, à une époque où les Européens pillent les Amériques, déportent des millions d'Africains pour les réduire en esclavage et les faire travailler dans des conditions inhumaines, eh bien ces pirates proposent une contre-société à l'opposé de celle-ci. C'est-à-dire que là où on est dans une société pré-capitaliste, très violente, très inégalitaire, les pirates incarnaient déjà plutôt une société démocratique, parce que le capitaine était, dans la plupart des cas, élu par le reste de l'équipage. Les prises qu'il faisait étaient réparties à part égale entre les membres d'équipage. Il n'y avait pas de distinction entre les blancs et les noirs, même entre les femmes et les hommes, puisque nous avons des cas de femmes pirates à cette époque. Donc finalement, si quelque part, ces conquistadors et ces commerçants qui pratiquent le commerce triangulaire sont des sortes de pré-capitalistes, on peut dire que ces pirates seraient des sortes de pré-communistes ou des pré-anarchistes, ne reconnaissant l'autorité d'aucun État, et finalement, à l'image des communistes qui appellent à s'emparer des usines pour posséder leurs propres moyens de production, eh bien, ce sont des matelots, le plus souvent ces pirates, qui se sont emparés de leurs navires pour eh bien, avoir leur propre outil de production et travailler par eux-mêmes, même si leur travail consiste à détrousser ces marchands. Quand on sait de quelle façon ces marchands se sont enrichis, on peut quand même difficilement les plaindre. Donc, pour terminer, là, nous avons une fresque au Palais de Mexico, réalisée au milieu du XXe siècle, qui montre finalement toute la violence, la barbarie de ce commerce qui s'est mis en place par les Européens qui s'enrichissent au détriment des Amérindiens évangélisés par la force et de ces esclaves qui travaillent dans des conditions très dures. Là, on montre ici un esclave qui est marqué au fer. Ça veut dire quoi? Bien, quand un esclave s'enfuit et qu'il est rattrapé, on fait chauffer un fer, on lui met sur la peau, on lui brûle la peau, et de cette manière-là, il porte sur son visage le fait qu'il a déjà essayé une première fois de s'échapper, et donc s'il se rééchappe à nouveau, il est directement condamné à mort. Et le fait qu'il le porte sur son visage, c'est une façon de terroriser durablement aussi le reste de la population. C'est vraiment un système économique qui se fonde sur la terreur, sur les pendaisons aussi collectives, alors que ce soit des esclaves fugitifs ou de nos amis pirates lorsqu'ils se font attraper. Donc finalement, chez ces descendants d'Amérindiens, dont là vous avez un lien, ils gardent la mémoire d'un événement dramatique. Ils ne parlent pas de découverte, ils vont parler d'un massacre, ils vont parler même pour certains d'un génocide. C'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo là dont le lien s'affiche, où finalement on demande à des gens qui se disent descendants d'Amérindiens ce qu'ils pensent du mot Christophe Colomb. Et on a le mot meurtrier, violeur, assassin qui revient. Certains le comparent même à Hitler, certains parlent de génocide. Donc on voit qu'il y a une forte
douleur, il y a une charge émotionnelle liée à la mémoire de cette période. Et le mot mémoire est important parce que la mémoire, c'est un rapport personnel, subjectif au passé. Et nous, ce que l'on essaie de faire, c'est du coup une vision historique, une vision objective qui essaye de lier ce point de vue des Amérindiens et ce point de vue des Européens. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas parler de génocide, en fait, parce qu'il n'y a pas de projet d'extermination massive chez les Européens. Les Amérindiens ont été durement maltraités, mais finalement leur extermination elle est liée plutôt à un choc microbien dont les Européens n'avaient pas conscience. Et après, il y a cette destruction culturelle des Amérindiens, mais ça c'est plutôt lié finalement au phénomène d'acculturation, que leur culture a été supprimée par l'évangélisation, par l'apport de la langue des Européens. Et donc je finis par Pocahontas, parce que Pocahontas montre finalement ce contact entre une fille d'un chef indien amérindien et un colon anglais, et Pocahontas a existé. Sauf que Pocahontas dans Disney c'est ça, et Pocahontas comme on l'a retrouvé nous, peinte à l'époque, c'est ça. Donc c'est quand même quelque chose de très différent. Et cette figure de Pocahontas, elle a été très utilisée en Angleterre pour montrer finalement qu'il était possible de, entre guillemets, civiliser les Amérindiens, puisque Pocahontas a été mariée à John Rolfe, un Anglais, qu'elle a appris l'anglais, qu'elle s'est convertie au christianisme, qu'elle a appris les bonnes façons en quelque sorte, mais même si elle montre du coup cette possibilité d'un lien entre la culture des Anglais et la culture des Amérindiens, elle se fait du sens des Amérindiens vers les Anglais, et pas du sens des Anglais vers les Amérindiens. Donc c'est une acculturation en sens unique qui fait qu'elle témoigne quand même d'un rapport de force en faveur des Européens. Sur ce, c'est donc terminé pour ce chapitre consacré aux grandes découvertes. Dans le chapitre 4, nous nous intéresserons finalement à ce qui s'est passé en Europe à peu près à la même période, c'est-à-dire au début de l'époque moderne, en voyant ce courant intellectuel que fut l'humanisme, puis cet art de la Renaissance, et puis ensuite nous nous intéresserons du coup à la fondation de ce qu'on a considéré comme des États modernes, et finalement donc l'évolution de la monarchie en France et en Angleterre, au milieu puis à la fin de l'époque moderne. Alors pour toutes ces vidéos-là, elles sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas à les consulter. Je les avais faites au moment du confinement de 2020, je ne vais pas les refaire cette année, donc effectivement ce sont des vidéos un petit peu plus longues que ce que j'ai fait cette année, où j'ai essayé au contraire plutôt de synthétiser. Mais voilà, si mes cours vous plaisent, n'hésitez pas à les consulter. Et tout de suite, du coup, on va résumer finalement l'ensemble de ce chapitre. Donc on voit par rapport aux premières cartes que l'on a vues que la représentation du monde à la fin du XVIe siècle est bien différente que celle qu'en avaient les Européens à la fin du XVe siècle, où on ne savait pas encore que l'on pouvait contourner l'Afrique par le sud, qu'il y avait un continent en Amérique, etc., etc. Cependant, il reste encore beaucoup à découvrir, notamment l'Océanie est encore très méconnue à cette époque, les pôles aussi, et puis toute la côte ouest des Amériques est aussi extrêmement mal connue. Donc, un élargissement du monde qui se fait dans l'esprit des Européens, mais où il reste encore beaucoup à découvrir. Donc, pour résumer ces trois parties, l'Empire ottoman contrôlant la route de la soie, les puissances européennes cherchent un autre moyen de rejoindre l'Asie. Cet autre moyen, pour les Portugais, ça va être de contourner l'Afrique par cabotage, c'est-à-dire en longeant les côtes et en allant d'un comptoir à l'autre, et ainsi de rejoindre l'Inde en allant vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est. Deux grands navigateurs, Bartholomew Dias, qui est le premier à avoir trouvé le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, et Vasco de Gama, le premier en 1498 à faire le premier aller-retour maritime vers les Indes. Les Espagnols, eux, vont naviguer vers l'ouest et vont découvrir par hasard un nouveau continent qui est l'Amérique. Christophe Colomb est à l'origine de cette découverte en 1492, même si lui n'en a pas conscience. Et ensuite viendra Ferdinand Magellan, le premier à avoir fait le tour du monde, même si, se faisant tuer en 1521 aux Philippines, c'est son second, Elcano, qui le termine. Et donc, si on résume, les Portugais vont à l'est, les Espagnols à l'ouest. Et justement, suivant ces deux directions, ce nouveau monde est partagé à l'occasion de deux traités, Tordesillas tout d'abord et Saragosse. À l'occasion de ces traités, les Espagnols possèdent toutes les Amériques à l'exception du Brésil, plus les Philippines. Les Portugais, eux, possèdent l'Asie, l'Afrique, plus le Brésil.
Évidemment, la France, l'Angleterre ne vont pas reconnaître ce partage du monde comme étant valide et essayer d'y mettre leur grain de sel pour s'emparer eux aussi d'une part du gâteau. Ensuite, nous avons vu aujourd'hui que les civilisations précolombiennes sont rapidement vaincues à cause de la supériorité militaire des Européens, de leur division politique entre elles et du choc microbien qui décime la population. Suite à la controverse de Valladolid en 1550-1551, les Amérindiens ne sont plus réduits en esclavage. On considère qu'ils ont une âme et pour cette raison, ils sont évangélisés, c'est-à-dire convertis au christianisme. Hélas, pour continuer à trouver des esclaves, un commerce triangulaire se met en place et des esclaves originaires d'Afrique sont achetés par les Européens et ensuite acheminés vers les Amériques où ils travaillent dans des conditions abominables. Enfin, on peut terminer par le fait que cette évangélisation qui est menée par les jésuites va produire une acculturation des Amérindiens qui vont ainsi perdre leur langue, perdre leur religion et que si on ajoute ce phénomène finalement au choc microbien et au métissage, c'est-à-dire finalement au mariage entre descendants d'esclaves, descendants d'Amérindiens, descendants d'Européens, eh bien on peut dire qu'aujourd'hui cette culture amérindienne elle a quasiment disparu, mais sans pour autant que l'on puisse véritablement parler de génocide, parce que les Européens n'avaient pas de volonté d'éliminer physiquement les populations amérindiennes. Il y avait une volonté quand même d'éliminer leur culture, donc on pourrait dire à la rigueur un génocide culturel, mais sur le plan physique, sur le plan vraiment de leur ôter la vie, c'est le choc microbien qui est principalement responsable de la disparition de ces populations. Ce choc microbien est né de l'arrivée des Européens, mais jusqu'à Pasteur au XIXe siècle, les Européens n'avaient pas conscience que les microbes existaient. Donc ils n'avaient pas conscience d'être à l'origine de ce choc microbien. Sur ce, j'espère que toutes ces vidéos vous ont bien plu. Je vous souhaite bien du courage dans vos révisions et n'hésitez pas à regarder des vidéos d'histoire, de géographie ou d'hors sujet comme celle des pirates que je vous ai mentionné dans cette vidéo.